Aucun parti n'a encore remporté, au cours de toute l'histoire mondiale, des succès tels que le nôtre qui depuis 10 ans déjà se trouve à la tête du prolétariat réalisant sa dictature. Le PC de l'URSS est le levier principal de la révolution prolétarienne. Il est le parti le plus important de l'internationale communiste. Aucun autre n'assume de telles responsabilités politiques mondiales. C'est pour ces raisons même que notre parti, détenant le pouvoir, doit sans crainte critiquer ses fautes, ne doit cacher aucun de ses côtés sombres, doit voir clairement le danger direct de dégénérescence, afin de prendre à temps les mesures nécessaires. Il en était toujours ainsi du temps de Lénine qui mettait en garde contre la transformation possible du parti en parti qui s'est enorgueilli, Lénine, tome 17, page 112. En exposant plus loin l'état actuel du parti avec tous ses côtés sombres, nous, oppositionnels, espérons fermement qu'avec une ligne léniniste juste, le parti vaincra toutes ses maladies et sera à la hauteur de ses tâches historiques. 1. La composition sociale du parti s'aggrave de plus en plus au cours de ces dernières années. Au l'ère janvier 1927, on compte dans notre parti, en chiffres ronds, 430 000 ouvriers de l'industrie et des transports, 15 700 ouvriers agricoles, 303 000 paysans dont plus de la moitié actuellement fonctionnaires, 462 000 employés dont plus de la moitié ex-ouvriers. Ainsi, nous avons dans notre parti, au degré janvier 1927, un tiers d'ouvriers à l'usine, même moins, 31% et 2 tiers de paysans employés ex-ouvriers et autres. Notre parti a perdu au cours de ces derniers 18 mois environ 100 000 ouvriers d'usine. La sortie mécanique au cours de l'année 1926 s'élève au nombre de 95 000 communistes durant, parmi lesquels 67,5% d'ouvriers d'usine, Izvestia du comité central, N21-25. La récente tamisation, ainsi qu'on a nommé l'épuration faite à l'occasion du réenregistrement des membres, a occasionné, selon les données officielles certainement atténuées, une sortie d'environ 80 000 membres du parti dont l'immense majorité sont des ouvriers. D'après les chiffres établis, le recensement a englobé 93,5% des effectifs du parti de l'année courante Izvestia du comité central, N24-25. Ainsi donc, à l'occasion d'un simple réenregistrement 6,5% du chiffre global des membres du parti ont été tamisés, ce qui représente environ 80 000 hommes. Parmi les tamisés se trouvent environ 50% d'ouvriers qualifiés et de 1/3 de manœuvres spécialisées. Les tentatives de l'appareil du CC de diminuer tendancieusement les données déjà atténuées ne tiennent pas. C'est ainsi que le recrutement de Lénine est remplacé par la tamisation de Staline. D'autre part, 100 000 nouveaux paysans ont été admis dans le parti depuis le 14 Romain degré Congrès, dont la majorité appartient aux couches aisées. La proportion des ouvriers agricoles est insignifiante. 2. La composition sociale des organismes dirigeants du parti s'est encore plus aggravée. Dans les comités de district, les paysans d'origine représentent 20,5% les employés et autres 24,4%. 81,6% des membres de ces comités sont des fonctionnaires NDFTATF. La proportion des ouvriers d'usine dans les organismes dirigeants du parti est insignifiante. Comités régionaux 13,2%. Comité de district de 9,8% à 16,1%, voire les statistiques du département des statistiques du comité central et du Parti communiste de l'URSS du 10 juin 1927. Dans l'ensemble du parti, on compte environ un tiers d'ouvriers d'usine, et dans les organismes délibératifs cet élément ne s'y trouve plus que dans la proportion d'environ un dixième. Cette situation représente un danger imminent pour le parti. Les syndicats ont suivi le même chemin, voire le chapitre la situation de la classe ouvrière et les syndicats. Cela indique dans quelle mesure les dirigeants provenant des couches petites bourgeoises et la bureaucratie ouvrière nous enlèvent le pouvoir. C'est là le chemin le plus sûr vers la dépolarisation du parti. 3. Le rôle des ci-devant socialistes révolutionnaires et mencheviks dans l'appareil du parti et en général dans les postes dirigeants a grandi. Au moment du 14e congrès, 38% des collaborateurs responsables de la presse soviétique étaient d'anciens membres d'autres partis. Procès-verbal du 14e congrès. Page 83. Cette situation a encore empiré depuis lors. La direction de la presse du parti est actuellement entre les mains soit de l'école révisionniste des jeunes, Slepkov, Stetsky, Maretsky et autres, soit des ci-devant. Un quart environ des cadres supérieurs de l'actif du parti est composé d'anciens socialistes révolutionnaires ou mencheviks. 4. Le bureaucratisme grandit dans tous les domaines, mais où sa croissance est particulièrement pernicieuse, c'est dans le parti.
Aujourd'hui, le bureaucrate dirigeant du parti raisonne de la façon suivante. Nous avons des membres du parti qui ne comprennent pas encore clairement ce qu'est le parti, ce qu'il représente. Ils pensent que le point de départ du parti c'est la cellule, que la cellule est la première brique, qu'ensuite vient le comité de rayon, puis les autres comités se superposant jusqu'au comité central. Mais il n'en est pas ainsi. Notre parti doit être considéré d'en haut. Et cet ordre doit être respecté dans les rapports réciproques pratiques et dans tout le travail. Mollo 275-1927, discours du camarade Givov, secrétaire adjoint du comité régional du Caucase du Nord. La définition de la démocratie intérieure du parti donnée par d'autres camarades plus responsables encore, tels que les camarades Zouglanov, Molotov, Kaganovitch, Pravda, 4 juin 1926, 13 juin 1926, etc., a le même sens. Cette nouvelle structure du parti porte en elle de gros dangers. Si nous acceptions réellement que le parti doit être considéré d'en haut, cela signifierait que le parti de Lénine, le parti des masses ouvrières n'existe plus. 5. Ces dernières années, l'anéantissement de la démocratie intérieure du parti s'est poursuivi systématiquement, à l'encontre de tout le passé du parti bolchevique, à l'encontre de décisions précises de toute une série de congrès du parti. Le système de l'éligibilité disparaît. Les principes d'organisation du bolchevisme sont dénaturés à chaque pas. Les statuts du parti sont systématiquement modifiés dans le sens d'une augmentation des droits des organismes supérieurs et d'une diminution des droits des cellules de base. La durée du mandat des comités de district, de rayon, de région, du CC se prolonge d'1 ou de 2 ans et plus. Les bureaux des comités régionaux du parti, des soviets, des syndicats, etc., sont en fait inamovibles pendant 3 et 5 ans. Le droit de chaque membre du parti, de chaque groupe, de porter les divergences de principe devant tout le parti, Lénine, est en fait aboli. Les congrès et les conférences sont convoqués sans que les questions aient été librement discutées par l'ensemble du parti, ainsi qu'il en était du temps de Lénine, et le fait de réclamer de telles discussions est considéré comme une violation de la discipline du parti. Les paroles de Lénine déclarant que l'état-major doit s'appuyer effectivement sur la bonne volonté consciente de l'armée qui suit son état-major en même temps qu'elle dirige, tome 4, page 318, sont complètement oubliées. En liaison étroite avec le cours général actuel, un processus extrêmement important s'accomplit à l'intérieur du parti, qui consiste à évincer les vieux membres qui ont passé par le travail illégal ou au moins par la guerre civile, plus particulièrement capables de défendre leurs opinions et de les remplacer par de nouveaux éléments, faisant surtout preuve d'obéissance passive. Cette obéissance, encouragée par la direction sous le couvert d'une discipline révolutionnaire, n'a en réalité rien de commun avec elle. Et il arrive souvent que les nouveaux membres du parti, qui viennent de la catégorie des ouvriers qui, autrefois, se distinguaient par leur soumission complète aux anciens gouvernants, sont actuellement poussés à des postes dirigeants dans les cellules ouvrières ainsi que dans l'administration. Ces éléments tâchent de rentrer dans les bonnes grâces, en affichant démonstrativement leur vive animosité envers les vieux ouvriers militants du parti guide de la classe ouvrière dans les moments les plus difficiles de la Révolution. Ces déviations, sous une forme beaucoup plus répugnante, sont transportées dans l'appareil de l'État. On y trouve souvent le spécimen accompli du fonctionnaire soviétique membre du parti, jurant dans les moments solennels par octobre, accomplissant, avec une indifférence complète, la tâche qui lui est fixée, s'enracinant dans les milieux petits bourgeois, ergotant dans la vie privée sur les dirigeants et le jour réservé aux réunions du parti, y attaquant l'opposition. Les droits réels des membres du parti haut placés, en premier lieu du secrétaire, sont beaucoup plus grands que les droits réels des centaines de communistes de la base. Petit à petit, l'appareil s'empare de tout le travail du parti et laisse celui-ci à l'arrière-plan. Ceci est couronné par une théorie de Staline qui nie la position de Lénine indiscutable pour chaque bolchevique disant que la dictature du prolétariat ne peut être réalisée que par la dictature du parti. L'anéantissement de la démocratie intérieure du parti mène à l'anéantissement de la démocratie ouvrière en général, dans les syndicats et dans d'autres organisations sans parti de masse. On déforme les divergences intérieures du parti. Durant des mois et des années, on mène une polémique empoisonnée contre le point de vue des bolcheviks qui sont classés comme opposition. On ne leur donne pas la possibilité de faire connaître leur point de vue dans la presse du parti. Les mencheviks, cadets socialistes révolutionnaires, les bundistes, les scissionnistes d'hier polémiquent dans les colonnes de la Pravda contre les documents envoyés au CC par ses membres,
maquillant et déformant certaines phrases séparées du contexte. Mais les documents eux-mêmes ne sont jamais publiés. On oblige les cellules du parti à voter ou à condamner les documents qu'elles ne connaissent même pas. Le parti est obligé de juger des divergences sur des documents maquillés de l'opposition, sur les idées fausses et grossièrement mensongères qu'on lui attribue. Les paroles de Lénine, qui croit sur simple parole est un idiot incurable, sont remplacées par cette nouvelle formule, qui ne croit pas sur simple parole est un oppositionnel. Les ouvriers d'usine, qui partagent le point de vue de l'opposition, paient pour leurs idées par le chômage. Un membre du parti durant ne peut pas manifester ouvertement son opinion. Les vieux militants du parti ne peuvent s'exprimer ni dans la presse, ni dans les réunions du parti. On accuse perfidement les bolcheviks qui défendent les idées de Lénine de vouloir créer un deuxième parti. Cette dernière accusation a été agitée dans le but de dresser les ouvriers contre l'opposition qui, chose tout à fait naturelle, défend de toutes ses forces l'unité du parti. N'importe quelle critique dirigée contre les fautes manchevistes grossières de Staline, dans les questions de la révolution chinoise, du comité anglo-russe, etc., est représentée comme anti-parti, alors que Staline n'a jamais demandé l'avis du parti sur sa politique chinoise et sur d'autres questions essentielles. Les accusations contre l'opposition de vouloir créer un deuxième parti sont lancées par ceux qui voudraient pouvoir éloigner du parti les bolcheviks léninistes et avoir les mains libres pour suivre leur ligne opportuniste. 6. Actuellement, presque toute l'éducation du parti et tout le travail élémentaire d'éducation politique est ramené à mettre continuellement sur la sellette l'opposition. La méthode qui consiste à convaincre est remplacée par celle qui consiste à forcer et en outre, la méthode qui consiste à égarer le parti est à l'honneur. Depuis que l'éducation élémentaire politique est faite de cette manière, les militants du parti s'en détournent. La participation aux écoles du parti et aux cercles dans lesquels on s'occupe continuellement de l'opposition est très minime. Le parti oppose une résistance passive aux cours officiels faux de l'appareil du parti. 7. Durant ces derniers temps, non seulement le carriérisme, le bureaucratisme, l'inégalité grandissent dans le parti, mais des éléments hostiles, qui n'ont rien de commun avec sa composition de classe, font pénétrer dans ses rangs l'antisémitisme. Une lutte sans merci contre de telles tendances est nécessaire pour être à même de conserver le parti. 8. Pendant ce temps, le feu de la répression est dirigé exclusivement à gauche. Les exclusions d'oppositionnels sont choses communes et sont faites pour des motifs divers: intervention dans sa propre cellule, interruption violente, tentative de rendre public le testam de Lénine. Il n'est pas rare de constater que par leur niveau politique et par leur attachement au parti, les exclus dépassent de beaucoup ceux qui les ont exclus. Ces camarades qui sont mis en dehors du parti parce qu'ils manquaient de confiance et étaient pessimistes au sujet de Chiang Kai-shek et Ennepe Selfer, vivent toujours la vie du parti et lui sont beaucoup plus fidèles que de nombreux fonctionnaires du parti. 9. L'avalanche de mesures répressives, de menaces qui, de toute évidence, augmente dans la mesure où la date du 15e congrès approche, a pour but d'intimider encore davantage le parti et signifie que le groupe uni de Staline-Rykov, pour cacher les fautes politiques commises, utilise les pires mesures, mettant le parti toujours devant le fait accompli. La ligne politique du comité central, qui a été instaurée au XLV congrès par une solidarisation de principe avec Staline, est fausse. Le noyau actuel du comité central, en vacillant, va continuellement à droite. L'anéantissement de la démocratie intérieure du parti est provoqué par une fausse ligne dans son essence même. Cette ligne, dans la mesure où elle reflète la pression des éléments petits bourgeois et l'influence des couches non prolétariennes qui enveloppent notre parti, ne peut être appliquée que par une pression d'en haut. En ce qui concerne le domaine théorique, le monopole se trouve entre les mains de l'école des jeunes, autrement dit, entre les mains des révisionnistes, qui, à n'importe quel moment, sont prêts à accomplir les tâches littéraires qui leur sont fixées par l'appareil. En même temps, les meilleurs éléments de la jeunesse bolchevique, qui sont imprégnés de la véritable tradition du parti bolchevique, non seulement sont éloignés de l'accomplissement de ce travail, mais sont soumis à des poursuites. Dans le domaine de l'organisation depuis longtemps, le bureau politique dépend complètement du secrétariat. Il en est de même du secrétariat envers le secrétaire général. Ainsi s'est réalisé ce que Lénine craignait le plus et qu'il a formulé dans son testam. Staline ne sera pas suffisamment loyal. Il n'utilisera pas seulement pour le bien du parti le pouvoir illimité qu'il a concentré entre ses mains, lettre de Lénine du 25 décembre 1922 et du 4 janvier 1923. Actuellement, au comité central comme dans d'autres organes du parti,
et de l'État, il existe 3 tendances fondamentales. Première tendance, incontestable déviation de droite. Cette tendance elle-même est composée de 2 groupes. Un de ceux-ci, par son opportunisme, reflète dans une large mesure les tendances du paysan moyen, économiquement fort, il mise sur lui et s'inspire de ses désirs. Ce groupe est celui des camarades Rykov, Smirnov, A.P. Kalininje, Petrovski, Tchoubar, Kaminsky et autres. À côté d'eux, tout à fait près, travaillent les sans-parti et Kondrativ Sadirine, Tcheyanov et autres hommes d'affaires politiques de la paysannerie aisée qui prêchent plus ou moins ouvertement les idées austrialovistes. Chaque département, quelquefois chaque district, a actuellement ses petits Kondrativ Sadirine, ayant entre leurs mains un brin de pouvoir et possédant un peu d'influence. L'autre groupe est composé des couches de fonctionnaires supérieurs des syndicats, qui misent sur les couches mieux rétribuées des ouvriers et des employés. Ce groupe, en particulier, a pour caractéristique ses aspirations de rapprochement avec les Amsterdamiens. Il est personnifié par Tomsky, Melnichansky, Dogadov et autres. Entre ces 2 groupes se produisent des frictions, mais ils sont liés par la volonté commune de donner un coup de barre à droite à la ligne du parti et de l'État dans la politique internationale et intérieure. Ils se distinguent tous 2 par le fait qu'ils font abstraction des théories léninistes et qu'ils rejettent la tactique de la révolution mondiale. Seconde tendance, centriste et de l'appareil. Le groupe a comme chef les camarades Staline, Molotov, Ouglanov, Kaganovitch, Mikoyan, Kirov. Ils sont le véritable bureau politique. Boukharine, en se balançant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, unifie la politique de ce groupe. Le groupe centriste et de l'appareil, comme tel, ne traduit pas l'esprit des masses mais tente, non sans succès, de se faire passer pour le parti lui-même. Les dirigeants du parti, des syndicats, des organes économiques de la coopération, de l'appareil d'État se comptent actuellement par dizaines de milliers. Dans cette couche, il y a un nombre respectable de bureaucrates ouvriers, transfuges des milieux ouvriers, et qui ont perdu tout lien avec ceux-ci. Il est inutile de dire que, dans les organes dirigeants, qui ont une importance formidable pour les destinées de la Révolution, travaillent des milliers et des milliers de révolutionnaires inébranlables, d'ouvriers qui n'ont pas rompu leur lien avec les masses, qui s'adonnent complètement à la cause des ouvriers. C'est sur que s'appuie le travail véritablement communiste dans ces organes. L'altération de la ligne politique et du régime intérieur du parti provoque une véritable bureaucratie dans de nombreuses couches. Le pouvoir réel de ces couches est formidable. C'est justement cette catégorie de dirigeants qui exige la tranquillité, un bon travail et est toujours contre la discussion. C'est justement elle qui est prédisposée à déclarer avec satisfaction, et parfois en le croyant sincèrement, que chez nous on en est presque au socialisme, que nous avons rempli les 9/10 du programme de la révolution socialiste. Cette couche tend à regarder d'où le parti et plus encore les ouvriers, les manœuvres, les chômeurs, les ouvriers agricoles. Elle voit l'ennemi principal à gauche, dans les révolutionnaires léninistes, et lance le mot d'ordre feu à gauche. Pour le moment, les groupes de droite et du centre sont unis par leur haine commune de l'opposition. L'exclusion de celle-ci ne ferait que hâter la lutte entre ces 2 groupes. Troisième tendance, opposition. Elle représente l'aile léniniste dans le parti. Les misérables tentatives de la représenter comme une opposition de droite, en lui attribuant des déviations social-démocrates, etc., sont faites dans le but de cacher le propre opportunisme de la majorité. L'opposition est pour l'unité du parti. Pour réaliser son programme d'exclusion de l'opposition, Staline l'accuse de vouloir constituer un 2e parti. À ceci, l'opposition répond: unité du PC léniniste de l'URSS à tout prix. La plateforme de l'opposition est intégralement exposée ici. Les ouvriers du parti et les véritables éléments bolcheviques-léninistes la soutiendront. Dans les conditions actuelles des plus difficiles, où l'opposition doit lutter pour la cause de Lénine, il est inévitable que des individualités quittent les rangs de l'opposition. Des changements d'individualités auront lieu dans les 3 tendances dirigeantes, mais cela ne changera absolument rien. 10. Tout ceci, pris en bloc, crée la crise du parti. Les divergences intérieures du parti depuis la mort de Lénine s'approfondissent, prennent de l'ampleur, touchent des questions essentielles. La volonté primordiale des masses du parti est l'unité. Le régime actuel les empêche de comprendre d'où vient le véritable danger qui menace l'unité du parti. Toutes les machinations de Staline ont pour but de mettre la masse du parti dans n'importe quelle question essentielle et brûlante. Devant ce dilemme, ne plus défendre son opinion ou être accusé de vouloir la scission. Notre tâche consiste à maintenir l'unité du parti à tout prix,
à repousser toute tentative de scission, d'amputation, d'exclusion, etc., et en même temps à donner aux partis la possibilité d'examiner et de résoudre librement les questions litigieuses dans les cadres d'un parti unique, en démontrant les fautes et les anomalies qui existent actuellement dans le parti. L'opposition est profondément convaincue que la masse ouvrière essentielle du parti saura, malgré tout, ramener à nouveau le parti dans la voie léniniste. La besogne essentielle de l'opposition est de l'aider dans cette tâche. Proposition concrète. Il est nécessaire, 1. De préparer le 15e congrès en rétablissant une réelle démocratie intérieure du parti comme du temps de Lénine. Il faut, comme l'écrivait Lénine, que tous les membres du parti, avec le sang-froid nécessaire, étudient consciencieusement, premièrement la nature des divergences et deuxièmement le développement de la lutte dans le parti. Il faut étudier les deux choses en exigeant la publication exacte des documents mis à la portée de tous, et dont l'authenticité ne fasse aucun doute. Lénine, tome 17, paragraphe 1, page 29. Le CC doit donner la possibilité à tous les membres du parti d'étudier la nature des divergences, la marche et le développement de la lutte dans le parti, en publiant dans la presse, dans les revues spéciales, etc. tous les documents qui, jusqu'à présent, ont été cachés au parti. Chaque camarade et chaque groupe de camarades doivent avoir la possibilité de défendre leur point de vue devant le parti, dans sa presse, dans les réunions, etc. Les projets de thèse, plateforme du CC, des organisations locales, de membres ou de groupes de membres du parti doivent être publiés dans la Pravda ou dans le supplément de la Pravda, ainsi que dans la presse locale du parti, au moins 2 mois avant le 15e congrès. La polémique ne doit pas dépasser les cadres sévères de travail et de camaraderie, sans exagération, sans violence. Le mot d'ordre principal de toute la préparation du 15e congrès doit être « pour l'unité du Parti communiste de l'URSS et de toute l'internationale communiste ». 2. Il est nécessaire de prendre diverses mesures pour améliorer le contenu social du parti et de ses organes dirigeants. Confirmer pour ces buts la décision du 12e congrès, les rangs du parti doivent être composés, en grande majorité, d'ouvriers occupés dans l'industrie. Pendant les 2 ou 3 années qui vont suivre, avoir pour règle générale de n'accepter au parti que des adhésions d'ouvriers et d'ouvrières travaillant à l'usine, d'ouvriers et d'ouvrières agricoles. En ce qui concerne les autres groupes sociaux, ne les accepter dans le parti qu'après un sévère examen individuel. Les soldats et les marins rouges ne pourront devenir membres du parti qu'à la condition qu'ils viennent de milieux ouvriers, d'ouvriers agricoles ou de paysans pauvres. Les paysans pauvres, économiquement faibles, ne seront admis qu'après examen de leur activité publique et politique pendant les 2 dernières années. Ne plus accepter d'adhésion de transfuges des autres partis. Il est nécessaire d'appliquer les décisions du 12e congrès qui, en fait, ont été annulées par le 14e congrès, malgré l'opinion de l'opposition, concernant les effectifs des rayons, régions, etc. Effectifs qui doivent être composés au moins de 50% d'ouvriers travaillant à l'usine. Dans les centres industriels, il faut tendre les efforts en vue de posséder une majorité absolue, au moins les 3/4 des effectifs. Dans les comités de rayons, il faut avoir la même majorité d'ouvriers agricoles et de paysans pauvres. Confirmer et appliquer les résolutions concernant la démocratie intérieure du parti adoptées par le 10e congrès du parti, par le comité central et la commission de contrôle central le 5 décembre 1923 et la 12e conférence du parti, par le 13e congrès du parti. Confirmer au nom de tout le parti, malgré la diffusion de nouvelles idées anti-léninistes concernant la démocratie intérieure du parti Ouglanov, Molotov, Kaganovitch, Givov et autres, que la démocratie ouvrière signifie la liberté, pour tous les membres du parti, d'examiner ouvertement les questions essentielles de la vie du parti et la liberté d'en discuter, ainsi que l'éligibilité aux postes de direction et dans les collèges du bas au 13e congrès. Sanctionner ce qui en fait violant le droit élémentaire de chaque membre du parti. Le point de vue de la minorité du parti dans n'importe quelle question de principe doit en règle générale être communiqué à tous les membres du parti par la presse, etc. Des exceptions sont possibles à la condition que les questions touchées soient de nature confidentielle. Évidemment, lorsque des décisions sont prises, elles doivent être appliquées avec la discipline de fer bolchevique. Il faut augmenter le nombre des clubs de discussion du parti, assurer dans la presse du parti la possibilité réelle de critiquer les fautes de la direction du parti. Une page doit être réservée à cet effet dans les journaux,
revues, etc. Supprimer les paragraphes des statuts qui ont été inclus par le 14e Congrès et par la suite et qui aggravent le régime intérieur du parti. Paragraphes 25, 33, 37, 42, 60, etc. 4. Tendre les efforts en vue de la prolétarisation de l'appareil du parti dans son ensemble. Les ouvriers d'usine l'avant-garde qui sont populaires parmi les masses du parti et les sans-parti, les prolétaires communistes doivent composer la majorité absolue de tout l'appareil du parti, qui en aucun cas ne doit être formé en entier par des camarades rétribués. Périodiquement, d'autres ouvriers doivent y entrer. Le budget des organisations locales, y compris les comités départementaux et régionaux, doit être principalement alimenté par les cotisations. Les organisations locales doivent non seulement en parole, mais en fait rendre compte aux larges masses du parti de leurs recettes et de leurs dépenses. Le budget excessif actuel du parti doit être diminué dans une large mesure. Il faut agir de même pour l'appareil rétribué. On peut et on doit accomplir une grosse partie du travail du parti sans rétribuer ceux qui le font, en chargeant les camarades après leur journée de travail. Une des tâches principales pour donner de nouvelles forces à l'appareil du parti doit être d'envoyer systématiquement les camarades de l'appareil à l'usine ou de leur faire accomplir un travail de base. Il faut lutter contre le régime des secrétaires à perpétuité. Il faut lutter sans merci contre la décomposition directe des éléments haut placés, contre le pistonnage, etc. Exemple, Sizran, Kherson, Irkoutsk, Tchita, etc. 5. Déjà la 10e conférence du parti, sous la direction de Lénine, a pris diverses décisions concernant la nécessité d'une égalité plus grande à l'intérieur du parti, ainsi qu'à l'intérieur des masses travailleuses. Le 12e congrès du parti a déjà souligné le danger de la dégénérescence provoquée par la NEP, de militants qui sont obligés, par leur travail, d'être en contact étroit avec les milieux bourgeois. Il est nécessaire d'élaborer des mesures pratiques valables pour éliminer l'inégalité dans les conditions de vie, de salaire d'une part entre les spécialistes et les militants responsables et les masses travailleuses. D'autre part, cette inégalité détruit le démocratisme et est la source de la décomposition du parti et de l'abaissement de l'autorité des communistes. Résolution de la 10e conférence du parti, paragraphe 18. En tenant compte que l'inégalité pendant ces dernières années s'est encore accentuée dans une large mesure, il est nécessaire de traiter cette question d'une manière révolutionnaire. 6. Il est urgent de réorganiser le système d'éducation du parti en prenant comme base l'étude des œuvres de Marx, Engels et Lénine, en repoussant toutes les fausses interprétations du marxisme et du léninisme qui, actuellement, sont pratiquées dans une très large mesure. 7. Il est de toute nécessité de réintégrer dans le parti tous les oppositionnels exclus. 8. Il faut réorganiser la commission centrale de contrôle dans le sens indiqué par Lénine. Les membres de la commission centrale de contrôle doivent être a. Liés à la base, b. Indépendants de l'appareil, c. Avoir de l'autorité dans le parti. C'est seulement dans ces conditions que la commission centrale de contrôle aura l'autorité nécessaire et reconquérera la confiance du parti. 9. Il faut tenir compte des indications de Lénine au sujet de la composition du comité central et de la commission centrale de contrôle et de leurs organes respectifs, indications qu'on trouve dans ses lettres des 26 décembre 1922, 25 décembre 1922 et 4 janvier 1923 Testam. Ces lettres doivent être publiées pour que chaque membre du parti en prenne connaissance. Dans sa lettre du 26 décembre 1922, Lénine disait: comme membres du comité central doivent entrer principalement les ouvriers qui, sur l'échelle sociale, se trouvent au-dessous des couches d'employés. Celles-ci, durant ces 5 dernières années, ont gravi l'échelle sociale, ainsi que ceux qui appartiennent aux couches sociales placées près des simples ouvriers du rang et des paysans et qui, dans aucun cas, ne peuvent être indirectement ou directement classés comme exploiteurs. Selon moi, les ouvriers qui entreront au comité central ne doivent pas être principalement ceux ayant déjà accompli, depuis longtemps, des emplois soviétiques. Parce que ces ouvriers ont une certaine tradition et une certaine mentalité contre lesquelles il serait bon de lutter. Ces lettres de Lénine ont été écrites en même temps qu'il donnait ses derniers conseils au parti sur les questions essentielles de la révolution moins mais mieux, comment réorganiserons-nous l'inspection ouvrière et paysanne, sur la coopération. Le 15e congrès doit former le comité central en s'appuyant sur les indications formulées par Lénine.
On a transporté entièrement dans les jeunesses communistes, même quelquefois en l'aggravant la fausse ligne politique et l'arbitraire. L'éducation internationaliste de la jeunesse ouvrière est mise de plus en plus au second plan. Toute manifestation critique est étouffée et pourchassée. Les organisations du parti exigent, avant tout, des candidats à la direction des organismes des jeunesses communistes qu'ils se soumettent complètement aux organisations du parti et qu'ils soient bien prêts à traquer l'opposition. Un tel régime supprime complètement dans les jeunesses le rôle des militants ouvriers de base, éléments qui, en général, sont très sains. La fausse ligne dictée dans Haute-Ouvre, dans les jeunesses et dans une plus large mesure que dans le parti la porte aux influences petites bourgeoises. Durant les dernières années, les jeunesses communistes ont augmenté rapidement leurs effectifs, mais aux dépens de leur composition sociale. Depuis le 13 Romain degré congrès du parti, le niveau prolétarien des jeunesses est tombé de 41,1% à 34,4%, tandis que le niveau de la jeunesse ouvrière, travaillant à l'usine, est tombé de 49,8% à 47%. L'activité politique des jeunes ouvriers se ralentit. Dans ces conditions, les fautes les plus grossières capables de détacher les jeunesses communistes de la jeunesse ouvrière sont les dernières dispositions aggravant, malgré les décisions du 14e congrès du parti, la situation de la jeunesse ouvrière. Parmi ces décisions, il faut indiquer la tentative d'instaurer l'apprentissage non rétribué. Les jeunesses à la campagne s'appuient de moins en moins sur les ouvriers agricoles et les paysans pauvres. Le travail culturel et économique est dirigé de plus en plus sur une voie fausse. Le poids spécifique des couches pauvres diminue partout, dans les cellules de village, chez les militants, parmi les membres du parti appartenant aux jeunesses. En même temps qu'on enregistre dans les villes une diminution constante d'adhésion de jeunes ouvriers, à la campagne les couches de paysans moyens et aisés forment de plus en plus la majorité des jeunesses. À la ville comme à la campagne on assiste à des tentatives de leur part pour accaparer la direction. Un rôle plus important est joué dans les jeunesses, surtout à la campagne, par les groupes composés d'employés et autres éléments non prolétariens. 36% des nouveaux adhérents du parti viennent des jeunesses communistes, Pravda, 14 juillet 1927. Les membres du parti appartenant aux jeunesses sont dans la proportion de 1/4 à 1/3 des éléments non prolétariens tandis qu'à la campagne, la composition sociale des membres du parti appartenant aux jeunesses se transforme assez rapidement au profit des paysans moyens et aux dépens des ouvriers agricoles et des paysans pauvres, 20% de paysans moyens en 1925, 32,5% en 1927. De cette façon, les jeunesses communistes deviennent un des canaux par lesquels les éléments petits bourgeois pénètrent dans le parti. Afin que la direction des jeunesses reste entre les mains des éléments prolétariens, pour éviter leur affaiblissement continuel, leur élimination par les transfuges sortis des milieux intellectuels, des employés et des couches paysannes aisées, ce qui amènerait inévitablement une dégénérescence petite bourgeoise des jeunesses, il faut 1. Entraver immédiatement toute tentative d'enlever à la jeunesse travailleuse ses acquisitions révolutionnaires dans le domaine de l'éducation et du travail. Il faut supprimer toutes les nouvelles dispositions qui aggravent les conditions de travail des jeunes. Ceci est très important car ces mesures doivent précéder la lutte contre les phénomènes anormaux qui se produisent dans les jeunesses, ivrognes, apaches, etc. 2. Relever systématiquement et sans défaillance le niveau culturel et matériel de la jeunesse ouvrière, par rapport à l'amélioration générale des conditions de vie des ouvriers, en augmentant les salaires, en développant le nombre des écoles, des facultés ouvrières, des cours professionnels et en relevant la qualification du travail de la jeunesse ouvrière. 3. Arriver dans les années prochaines à mettre à exécution les décisions des anciens congrès du parti et des jeunesses disant que 100% de la jeunesse ouvrière des villes et de la campagne, ouvriers agricoles, doivent être attirés dans les organisations de jeunesse. 4. Renforcer, non en parole mais en fait, l'absorption par les jeunesses des jeunes paysans pauvres. 5. Attirer dans les JC les paysans moyens économiquement faibles et ceux des paysans moyens qui, dans la vie publique, ont donné des garanties par leur lutte contre le kulak. 6. Assurer la défense des intérêts des paysans pauvres en dirigeant le travail des jeunesses dans la voie de la construction de la campagne nouvelle, non sur la voie de l'enrichissement individuel, mais par le canal de la coopération et de la collectivisation de l'agriculture. 7. Améliorer le contenu social des membres du parti appartenant aux jeunesses en acceptant au parti, pendant 2 ans, que des adhésions d'ouvriers agricoles et de paysans pauvres. 8.
Par des mesures énergiques, prolétariser le noyau dirigeant les jeunesses en attirant au travail de direction les ouvriers agricoles et les paysans pauvres. Il faut décider que, dans les grands centres industriels, la composition des organismes de jeunesse, comités régionaux, comités de rayon, doit être faite d'une majorité écrasante d'ouvriers travaillant à l'usine et attirer ces éléments à la participation réelle du travail de direction. 9. Mener une lutte sérieuse contre le bureaucratisme. Il faut restreindre au minimum l'appareil rémunéré. Le travail doit être assuré bénévolement au moins pour moitié, et dans les grands centres industriels aux 3/4, par les membres des jeunesses communistes. Les militants de base doivent être associés à l'accomplissement de ces tâches. 10. Le travail d'éducation des jeunesses communistes doit être intensifié et étroitement lié à leur travail pratique quotidien, ainsi qu'à la vie politique et à la vie du parti, soviets, syndicats, coopératives, etc. 11. Changer radicalement les méthodes d'éducation existantes, étudier sérieusement le marxisme et le léninisme en employant la méthode vivante, examiner les problèmes en commun, les discuter dans une atmosphère de camaraderie, acquérir, non pour la forme mais en réalité, les connaissances nécessaires. 12. Instaurer, non en parole mais en réalité, le régime de démocratie des jeunesses communistes. Supprimer l'arbitraire et l'expulsion des jeunesses de ceux qui ne pensent pas de la même façon sur les problèmes touchant le parti et les jeunesses. Respecter strictement les statuts concernant la convocation des conférences et congrès de rayon, de district, de région, etc. La guerre des impérialistes contre l'URSS est non seulement probable mais inévitable. Retarder le plus possible ce danger, gagner le plus possible de temps pour le renforcement de l'URSS pour unir le prolétariat mondial révolutionnaire, ce doit être une de nos tâches pratiques les plus importantes. Seule la révolution prolétarienne victorieuse dans les principaux pays peut éloigner ce danger. Les dangers d'une guerre mondiale s'accroissent parce que 1. Quelques années de lutte du capitalisme pour son renforcement et les succès partiels remportés dans ce domaine posent, devant les principaux pays capitalistes, d'une façon aiguë, la question des marchés. 2. La bourgeoisie impérialiste s'est convaincue de la croissance indiscutable de la force économique de l'URSS. Elle a vu que la dictature prolétarienne, secondée par le monopole du commerce extérieur, ne donnera pas la possibilité au capitalisme de trouver un marché libre en Russie. 3. La bourgeoisie internationale spécule sur les difficultés intérieures de l'URSS. 4. La défaite de la révolution chinoise, ainsi que les précédentes défaites des grèves anglaises donnent confiance aux capitalistes dans leur possibilité d'abattre l'URSS. La rupture des relations diplomatiques entre l'Angleterre et l'URSS se préparait de longue main, mais la défaite de la révolution chinoise a précipité les événements. En ce sens, la rupture des relations diplomatiques est la rétribution payée au comité central du Parti communiste de l'URSS pour son refus d'appliquer en Chine une véritable politique bolchevique. Il serait complètement faux de croire que la rupture, en fait, ne se réduit qu'au changement de forme du commerce entre l'Angleterre et nous, faire du commerce comme on en fait avec l'Amérique. Actuellement, il est plus clair que l'Angleterre impérialiste a un plan d'action beaucoup plus vaste. Elle prépare la guerre contre l'URSS, ayant un mandat moral de la bourgeoisie de quelques pays et escomptant pouvoir d'une manière ou d'une autre, entraîner dans cette guerre contre nous la Pologne, la Roumanie, les pays baltes, peut-être même la Yougoslavie, l'Italie, la Hongrie, etc. La Pologne, cela est visible, préférerait avoir encore un certain délai pour la préparation de la guerre contre nous. Il n'est pas impossible que l'Angleterre l'oblige à faire la guerre avant qu'elle ne le veuille. En France, la pression anglaise en vue d'un front contre nous trouve un appui dans la partie influente de la bourgeoisie qui devient de plus en plus exigeante dans ses prétentions et qui, évidemment, à un moment favorable pour elle, ne s'arrêtera pas devant la rupture. Il devient de plus en plus clair qu'en fait, malgré les courtoisies de la diplomatie allemande, ces derniers temps, l'Allemagne s'oriente vers l'Ouest. La bourgeoisie allemande dit déjà ouvertement qu'en cas de guerre contre l'URSS, elle restera les premiers temps neutre à la manière de l'Amérique en 1914, pour pouvoir s'enrichir le plus possible à la faveur de la guerre, et pour vendre par la suite, à un prix très élevé, ouvertement sa neutralité aux impérialistes d'Occident. Rien ne peut être plus malsain pour les intérêts vitaux de l'URSS que de dissimuler le changement de la bourgeoisie allemande dans le sens d'une orientation vers l'Occident. Car un coup inattendu de la part de l'Allemagne bourgeoise peut avoir une portée décisive.
ce n'est qu'en disant ouvertement ce qui est, ce n'est qu'en tenant éveillée la vigilance des ouvriers de l'URSS et celle des ouvriers allemands, que nous pouvons nous préserver contre un tel coup, ou tout en moins empêcher la bourgeoisie allemande de le porter. La bourgeoisie japonaise m'ensœuvre vis-à-vis de l'URSS non moins habilement que celle de l'Allemagne. Elle sait très habilement cacher ses intentions, se donnant pour une amie. Elle a même, pendant un certain temps, empêché Chang Solin de mettre la main sur le chemin de fer de les Chinois. Cela ne l'empêche nullement, en cachette, de tendre les relations entre la Chine et l'URSS, et le temps viendra, peut-être bientôt, où elle jettera bas le masque dans ses véritables rapports envers nous. Dans le Proche-Orient, Turquie, Perse, nous n'avons en tout cas pas acquis une situation qui puisse garantir à l'URSS même une simple neutralité ferme en cas d'une attaque des impérialistes contre nous. Il faut plutôt s'attendre, dans ce cas, à ce que les gouvernements de ces États, sous la pression des impérialistes, soient prêts à fournir leur aide contre l'URSS. En cas d'agression contre nous, l'Amérique, qui conserve entièrement ses rapports d'hostilité à l'égard de l'URSS, sera elle arrière impérialiste dont l'importance sera d'autant plus grande que c'est justement elle qui peut garantir les fonds nécessaires pour la guerre contre l'URSS. En somme, si les années 1923-1925 furent les années de notre reconnaissance par un certain nombre d'États bourgeois, actuellement c'est la période des ruptures, en 1923-1925. La période de reconnaissance ne signifiait pas en soi que la paix fut garantie, qu'on pouvait pour une longue période reprendre haleine. La période actuelle des ruptures ne signifie pas en soi que la guerre est inévitable dans le plus bref délai. Ce qui est certain, c'est que nous entrons dans une époque où la situation internationale est très tendue. Cette époque est grosse d'agressions contre l'URSS. Les contradictions à l'intérieur du monde capitaliste sont grandes. La réalisation d'un front uni de la bourgeoisie mondiale contre nous, pour une longue période, est très difficile, mais l'union de quelques États bourgeois contre nous pour un certain laps de temps est possible. Tout ceci pris en bloc doit obliger notre parti 1. À reconnaître la situation internationale comme dangereuse, 2. À remettre de nouveau en avant au premier plan devant les larges masses la question de la politique internationale, 3. À mener de la façon la plus sérieuse une préparation dans tous les domaines de la défense de l'URSS en cas de guerre. Les partis de la bourgeoisie, y compris la social-démocratie officielle, cherchent par tous les moyens à tromper le peuple sur le véritable caractère de cette guerre que les impérialistes préparent contre l'URSS. Notre tâche consiste à commencer dès maintenant à expliquer aux masses les plus larges des peuples du monde entier ce que sera la guerre des impérialistes du monde entier, ce que sera la guerre des impérialistes et des marchands d'esclaves contre le premier état de la dictature du prolétariat, la guerre du capitalisme contre le socialisme. Dans cette guerre, les impérialistes lutteront pour sauvegarder tout le système de l'esclavage capitaliste. L'URSS luttera pour les intérêts du prolétariat mondial, pour les intérêts des colonies et des semi-colonies, des pays opprimés, pour la révolution mondiale, pour le socialisme. Dès maintenant, toute notre agitation doit être menée sur les mots d'ordre suivants. 1. À bas la guerre des impérialistes contre l'état de la dictature du prolétariat. 2. Transformation de la guerre impérialiste en guerre civile dans tous les pays participant à l'agression contre l'URSS. 3. Défaite de tous les États bourgeois en guerre contre l'URSS. Le prolétariat de chaque pays capitaliste doit lutter activement pour la défaite de son gouvernement. 4. Passage du côté de l'armée rouge de chaque soldat étranger qui ne veut pas aider les marchands d'esclaves de son pays. L'URSS est la patrie de tous les travailleurs. 5. Le mot d'ordre de la défense de la patrie sera une fausse façade pour cacher les intérêts impérialistes dans tous les pays bourgeois, sauf pour les pays coloniaux et semi-coloniaux qui mènent la guerre révolutionnaire d'émancipation nationale contre l'impérialisme. En URSS, le mot d'ordre de la défense de la patrie sera juste, car nous défendons la patrie socialiste, fondement du mouvement ouvrier international. 6. Nous sommes pour la défense de la patrie depuis le 7 novembre 1917. Notre guerre pour la patrie Lénine sera la guerre pour la République soviétique, un des détachements avancés de l'armée mondiale du socialisme. Notre guerre pour la patrie n'est pas une issue vers l'État bourgeois, mais une issue vers la révolution socialiste mondiale, Lénine. Notre défense de la patrie est la défense de la dictature du prolétariat. Notre guerre sera menée par l'ouvrier et l'ouvrier agricole, avec l'appui du paysan pauvre, avec comme allié le paysan moyen, et contre notre koulak, le nouveau bourgeois, le bureaucrate, le spécialiste ou strialoviste et l'émigré blanc. Notre guerre est une guerre réellement juste, qui n'est pas pour la défense de l'URSS et sans objection possible, traître au prolétariat mondial. La défaite de la révolution chinoise.
Ces raisons. La défaite de la révolution chinoise change le rapport réel des forces au profit de l'impérialisme évidemment, seulement pour un certain temps. De nouvelles batailles révolutionnaires, une nouvelle révolution en Chine sont inévitables. Ceci est démontré par toute la situation de la Chine. Les dirigeants opportunistes tentent, après coup, expliquer leur propre banqueroute par les soi-disant rapports objectifs des forces, oubliant qu'ils prophétisaient encore hier au sujet de l'approche de la révolution socialiste en Chine, qui devait grandir par suite du même rapport des forces. Le sort défavorable de la révolution chinoise dans le stade actuel provient dans sa racine même de la fausse direction du Parti communiste de l'URSS et de l'Internationale qui fut surtout la cause que, au moment le plus décisif en Chine, il n'y avait pas en réalité de véritable parti bolchevique. Mettre les fautes seulement sur le endosphre des communistes chinois, c'est agir de façon superficielle et peu digne. Nous avons eu en Chine un essai classique d'application de la tactique menchevique pendant une révolution bourgeoise démocratique. Voilà la raison pour laquelle le prolétariat chinois, non seulement n'a pas conquis son 1905 victorieux Lénine, mais a joué jusqu'à maintenant en réalité le même rôle que le prolétariat européen pendant les révolutions de 1848. La particularité de la révolution chinoise, dans la situation internationale actuelle, n'est pas l'existence de la soi-disant bourgeoisie libérale révolutionnaire, sur laquelle reposait, pleine d'espérance, toute la ligne essentielle de Staline Martynov Boukharine. La particularité est la suivante. 1. La paysannerie chinoise, qui est encore plus écrasée que la paysannerie russe à l'époque du tsarisme et gémit sous le joug, non seulement de ses propres oppresseurs, mais de ceux de l'étranger, aurait pu se révolter et s'est révoltée plus fortement que la paysannerie russe à l'époque de la révolution de 1905. 2. Le mot d'ordre des soviets, mis en avant déjà en 1920 par Lénine pour la Chine, avait sans aucun doute sa valeur dans les conditions chinoises de 1926-1927. Les soviets en Chine pouvaient devenir le moyen de grouper, sous la direction du prolétariat, les forces de la paysannerie, devenir de véritables organes de la dictature révolutionnaire démocratique du prolétariat et de la paysannerie, et les organes de la véritable résistance au Kuomintang bourgeois et au Cavaignac chinois sortis de ses rangs. L'enseignement de Lénine dit que la révolution bourgeoise démocratique ne peut être menée jusqu'au bout que par l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie, sous la direction du prolétariat contre la bourgeoisie. Elle est non seulement applicable à la Chine et aux pays coloniaux et semi-coloniaux, mais elle indique le seul chemin possible pour remporter la victoire dans ces pays. 3. De là découle que la dictature révolutionnaire démocratique du prolétariat, s'exprimant sous la forme des soviets en Chine, à l'époque actuelle de guerres impérialistes et de révolutions prolétariennes et de l'existence de l'URSS, aurait eu toutes les chances de se transformer, de façon relativement rapide, en révolution socialiste. En dehors de ce chemin, il ne reste que la voie menchevique d'alliance avec la bourgeoisie libérale qui mène inévitablement à la défaite de la classe ouvrière. C'est ce qui s'est passé en Chine en 1927. Toutes les décisions des 3e et 4e congrès mondiaux de l'Internationale communiste concernant les soviets en Orient, la pleine indépendance des partis communistes ouvriers dans les pays avec un mouvement national révolutionnaire, l'union de la classe ouvrière avec la paysannerie contre sa bourgeoisie et l'impérialisme étranger ont été oubliés. La résolution du 7e plénum élargi de l'exécutif de l'Internationale communiste, novembre 1926, non seulement n'a pas fait l'examen léniniste du développement, déjà grandiose à l'époque, des événements de Chine, mais en entier glissa sur la voie menchevique de Martynov. Ce plénum, si incroyable que cela puisse paraître, n'a rien dit dans sa résolution, ni sur le premier coup d'État de Chiang Kai-shek en mars 1926, ni sur les fusillades des ouvriers et paysans, et les autres répressions effectuées par le pouvoir de Canton, qui ont eu lieu pendant l'été et l'automne 1926 en divers endroits, ni sur l'arbitrage obligatoire qui est dirigé en fait contre les ouvriers, ni sur l'écrasement des grèves ouvrières par le gouvernement de Canton, ni sur la protection accordée par le gouvernement cantonais aux organisations jaunes soudoyées par les industriels, ni sur les efforts du gouvernement de Canton en vue d'étouffer le mouvement paysan, de le limiter, de ne pas le laisser se développer et grandir. Dans la résolution du 7e plénum, pas de mot d'ordre pour l'armement général des ouvriers, pas d'appel à la lutte contre les officiers contre-révolutionnaires. Les troupes de Chiang Kai-shek sont représentées comme des troupes révolutionnaires.
Il n'y a pas d'indication pour créer une presse communiste quotidienne et il n'est pas dit clairement, à pleine voix, la nécessité d'une véritable indépendance du Parti communiste. Le comble, c'est que le 7e plénum élargi du comité exécutif de l'Internationale pousse les communistes à entrer dans le gouvernement national, ce qui, dans la situation qui s'était créée, ne pouvait que créer un préjudice énorme. Dans la résolution du comité exécutif de l'Internationale communiste, il est dit que l'appareil du gouvernement national révolutionnaire, ce qui veut dire de Chiang Kai-shek, offre le véritable chemin pour se rapprocher de la paysannerie, et en même temps on prophétise en novembre 1926 que même certaines couches de la grande bourgeoisie peuvent encore, pendant un certain temps, marcher avec la révolution. La résolution du 7 degré plénum a passé sous silence le fait que le comité central du Parti communiste chinois, après mars 1926, a pris l'engagement de ne pas critiquer le Henson, friationnisme, a renoncé à tous les droits élémentaires d'un parti ouvrier indépendant, a mis en avant le programme agraire des cadets, et enfin que le secrétaire du comité central Chen Duxiu, dans une lettre ouverte du 4 juillet 1926, reconnaissait le Henson, friationnisme comme la foi commune des ouvriers et des bourgeois dans le mouvement national. À peu près au même moment, les camarades russes les plus responsables donnaient des conseils dans ce sens que le développement de la guerre civile à la campagne peut affaiblir la combativité du Kuomintang. En d'autres termes, ils interdisaient le développement de la révolution agraire. Le 5 avril 1927, quand il apparaissait que la situation était déjà suffisamment clarifiée, le camarade Staline, à la réunion des cadres du parti de l'organisation de Moscou, tenue dans la salle des colonnes, déclara que Chiang Kai-shek était le champion de la lutte contre l'impérialisme, que Chiang Kai-shek se soumettait à la discipline du Kuomintang et qu'il était, de ce fait, le plus sûr allié. Au milieu du mois de mai 1927, alors que la situation s'était encore plus clarifiée, le camarade Staline déclara que le Kuomintang de Wuhan est le Kuomintang révolutionnaire, débarrassé des éléments de droite du Kuomintang, qu'il est le centre révolutionnaire. Le 8e plénum élargi du comité exécutif de l'Internationale, mai 19271, ne trouva pas les forces nécessaires pour corriger toutes ces fautes mencheviques. L'opposition apporta devant ce 8e plénum la proposition suivante. Le plénum agirait d'une façon juste en mettant une croix sur la résolution de Boukharine et en la remplaçant par une résolution de quelques lignes. Et il ne faut pas que les paysans et les ouvriers placent leur confiance dans les chefs du Kuomintang de gauche, mais qu'ils constituent leurs soviets en s'unissant avec les soldats. Les soviets doivent armer les ouvriers et les paysans avancés. Il faut garantir au Parti communiste sa pleine indépendance, créer une presse quotidienne et lui assurer la direction dans la création des soviets. La terre doit immédiatement être prise aux propriétaires fonciers. La bureaucratie contre-révolutionnaire doit être immédiatement réprimée. Il faut châtier sur place les généraux qui trahissent et agir ainsi, en général, avec tous les contre-révolutionnaires. Et il faut tendre tous les efforts pour instaurer la dictature démocratique par les soviets de députés ouvriers et paysans. Les tentatives faites par l'opposition pour prévenir le parti sur ce qu'est le Kuomintang de Wuhan, qui n'est nullement un Kuomintang révolutionnaire, sont déclarées par Staline et Boukharine comme étant une lutte contre le parti, une attaque contre la révolution chinoise, etc. Les communications basées sur des faits, concernant la marche réelle de la révolution et de la contre-révolution en Chine, étaient ou cachées ou déformées. L'affaire est allée tellement loin que l'organe central de notre parti Pravda, 3 juillet 1927 parlait, à propos du désarmement des ouvriers par les généraux chinois, de la fraternisation des soldats avec les ouvriers. Staline, se moquant des enseignements de Lénine, essayait de prouver que le mot d'ordre des soviets en Chine signifiait lancer le mot d'ordre du passage à la dictature du prolétariat, tandis qu'en réalité, Lénine lançait, pendant la révolution de 1905, le mot d'ordre des soviets comme organe de la dictature démocratique des ouvriers et des paysans. Le mot d'ordre des soviets en Chine, lancé en temps opportun par l'opposition, provoqua, de la part de Staline et de Boukharine, l'accusation qu'elle aidait la contre-révolution, etc. Quand les foyers du mouvement ouvrier et paysan furent détruits par nos généraux révolutionnaires, Staline et Boukharine, pour cacher leur banqueroute, lancèrent d'une manière inattendue le mot d'ordre des soviets en Chine, pour l'oublier le lendemain. Au début, le Parti communiste chinois était déclaré la section modèle de l'Internationale communiste, et la plus petite critique formulée par l'opposition au moment où ces fautes pouvaient être corrigées était stigmatisée comme des attaques perfides
contre le Parti communiste chinois. Ensuite, lorsque la banqueroute de Martynov, Staline et Boukharine apparut d'une façon trop éclatante, on essaya de mettre toutes les fautes commises sur le NDOSF du jeune parti chinois. Tout d'abord, on misa sur Chiang Kai-shek, ensuite sur Tang Chen-si, puis sur Fen Yuxiang, enfin sur le fidèle Nguyen Phu Thanh Nguyen. Tour à tour, tous ces bourreaux d'ouvriers et de paysans furent proclamés des champions anti-impérialistes et nos alliés. La politique menchevique est couronnée maintenant, ouvertement, par l'expulsion du sens révolutionnaire de l'enseignement de Lénine. Staline, Boukharine et l'école des jeunes sont occupés à prouver que l'enseignement de Lénine sur les mouvements nationaux révolutionnaires aboutit au serment de l'alliance avec la bourgeoisie. Encore en 1920, au deuxième congrès de l'Internationale communiste, Lénine disait « Entre la bourgeoisie exploiteuse et la bourgeoisie des pays coloniaux, il s'est produit un certain rapprochement. » Ainsi très souvent, probablement dans la majorité des cas, la bourgeoisie des pays opprimés, en même temps qu'elle soutient les mouvements nationaux, est d'accord avec la bourgeoisie impérialiste et avec elle, lutte contre tous les mouvements révolutionnaires et les classes révolutionnaires, tome 27, page 275-276. Comment Lénine stigmatiserait-il les gens qui se permettent, actuellement, de s'en référer à lui pour se disculper de leur politique menchevique et de l'alliance avec les Chiang Kai-shek, les Nguyen Phu Thanh Nguyen, etc. Lénine l'a indiqué lui-même au mois de mars 1917. Notre révolution est bourgeoise, voilà pourquoi les ouvriers doivent soutenir la bourgeoisie, disent les politiciens du camp des liquidateurs. Notre révolution est bourgeoise, disons-nous. Nous les marxistes, voilà pourquoi les ouvriers doivent ouvrir les yeux du peuple sur les mensonges des politiciens bourgeois, lui apprendre à ne pas croire aux belles phrases, à se fier uniquement à ses propres forces, à son organisation, à son unité, à son armement. Tome 14, première partie, page 11. Il n'y a pas de plus grand crime que de présenter Lénine devant le prolétariat mondial comme un apôtre de l'alliance avec la bourgeoisie. Dans l'histoire de la lutte révolutionnaire, il est rare de trouver des cas où les prévisions marxistes se confirment aussi vite et d'une manière aussi exacte que se sont confirmées les vues de l'opposition sur les problèmes de la révolution chinoise en 1926-1927. La tâche des communistes du monde entier est d'étudier la marche des événements de la révolution chinoise et les raisons de sa défaite. Ces questions des demain seront des questions de vie ou de mort pour la classe ouvrière, non seulement de Chine, mais des Indes et des autres pays de l'Orient et par suite, des questions de vie ou de mort pour le prolétariat international. C'est de la discussion de ces questions, qui portent sur les bases mêmes du marxisme, que surgiront les véritables cadres bolcheviques des révolutions futures. La stabilisation partielle du capitalisme et la tactique de l'internationale communiste. Une des thèses fondamentales du bolchevisme dit que l'époque actuelle, engendrée par la guerre mondiale et par notre révolution, est l'époque de la révolution socialiste. L'internationale communiste a été créée en tant que partie de la révolution mondiale. Ceci était inscrit dans les 21 conditions, et dès le début sur cette thèse, s'est produite la sélection entre communistes et sociodémocrates, indépendants, mencheviques de tous poils et de toutes couleurs. Reconnaître que la guerre et la révolution d'octobre ont ouvert l'époque de la révolution mondiale ne veut pas dire qu'à n'importe quel moment nous avons une situation directement révolutionnaire. Dans certaines périodes, dans divers pays, et dans diverses branches de production, le capitalisme déclinant, Lénine est capable de relever partiellement l'économie et même de développer les forces productives. L'époque de la révolution mondiale a ses hauts et ses bas. Les possibilités de combat de la classe ouvrière et de son parti, le degré d'influence de la social-démocratie contre-révolutionnaire, une juste direction de la part de l'internationale communiste jouent, dans ce sens, un rôle immense. Mais les flux et les reflux ne changent pas l'appréciation léniniste fondamentale de l'époque historique actuelle, prise dans son ensemble. Cette appréciation peut seulement servir de base pour la stratégie révolutionnaire de l'internationale communiste. Malgré une série de défaites du mouvement révolutionnaire international et les tendances au découragement qu'elles ont fait naître, le groupe Staline, sans s'en apercevoir, en est venu à une appréciation complètement nouvelle, en réalité social-démocrate de l'époque actuelle. Toute la théorie du socialisme dans un seul pays provient de ce qu'il croit que la stabilisation capitaliste peut durer des dizaines d'années. Cette théorie est le produit de tendances pourries, stabilisationnistes. Ce n'est pas par hasard que les socialistes révolutionnaires de gauche et de droite ont acclamé la théorie du socialisme dans un seul pays. Tchernov écrivait justement à ce sujet en parlant des tendances communistes narodnikistes de Staline et Boukharine. L'organe des socialistes révolutionnaires de gauche s'écriait
Staline et Boukharine posent le problème comme les narodniki, que le socialisme vaincra dans un seul pays. Le drapeau de la lutte, numéro 16-17, 1926. Les socialistes révolutionnaires soutiennent cette théorie car ils y voient le renoncement à la tactique de la révolution mondiale. Dans la résolution du 14e Congrès, adoptée sur le rapport du camarade Staline, il est dit faussement, dans le domaine des rapports mondiaux, il apparaît clairement, d'après la situation mondiale, que la période de répit se prolonge, se transforme en véritable époque. Procès-verbaux du 14e Congrès, page 957. Au 7e plénum élargi du Comité exécutif de l'Internationale, Staline, dans un rapport présenté le 7 décembre 1926, a bâti toute la politique de l'Internationale sur l'appréciation fausse à sa base même de la situation internationale. Compte rendu sténographique 11 page 12. Cette appréciation est complètement fausse. La résolution du plénum de juillet-août 1927 parle déjà sans aucune restriction de la stabilisation technique, économique et politique du capitalisme. Elle nous montre mieux encore le rapprochement entre les appréciations staliniennes de la situation internationale et la position des chefs de la Deuxième Internationale, Otto Bauer, Enhilferding Frkotsky et autres. Un peu plus d'un an et demi s'est écoulé depuis le 14e Congrès. Durant cette période ont eu lieu, pour ne citer que les événements les plus importants, la grève générale en Angleterre, les événements gigantesques de la Révolution chinoise, l'insurrection ouvrière de Vienne. Tous ces événements sont étroitement liés à la stabilisation actuelle. Ils nous démontrent combien d'explosifs le capitalisme accumule, combien sa stabilisation est peu solide. Tous ces événements réduisent à néant la théorie du socialisme dans un seul pays. Le côté négatif de la stabilisation capitaliste, ce sont les 20 millions de chômeurs, l'immense appareil de production ne travaillant pas à plein rendement, la croissance folle des armements, l'instabilité des rapports économiques mondiaux. Rien ne détruit mieux les illusions sur une longue période d'accalmie que les dangers de guerre suspendus sur l'Europe. Les petits bourgeois se font des illusions sur la stabilisation pour des dizaines d'années, étant éblouis par les victoires du capitalisme sur les ouvriers et aveuglés par ses succès techniques, économiques et politiques. La réalité cependant est tout autre. On va vers la guerre, vers l'explosion qui anéantira toute stabilisation. La classe ouvrière, ainsi que les masses asservies d'Orient, l'une après l'autre, portent un coup terrible à la stabilisation, comme par exemple en Angleterre, en Chine, à Vienne. Grève générale anglaise, et seulement 5000 membres dans le Parti communiste britannique. À Vienne, insurrection des ouvriers avec des pertes telles qu'elles auraient suffi à faire toute une révolution, et seulement 6000 membres dans le Parti autrichien. Un soulèvement grandiose des niasses ouvrières et paysannes en Chine, mais le cessez du Parti chinois est partie intégrante de la direction bourgeoise du Kuomintang. Telles sont les contradictions les plus criantes de la situation internationale actuelle. Voilà ce qui soutient et prolonge la stabilisation du capitalisme. La tâche principale consiste à aider les partis communistes à s'élever au niveau des exigences formidables de l'époque actuelle. Ce n'est possible que si l'internationale communiste apprécie d'une manière juste le caractère de la situation internationale. La tâche de notre Parti communiste mondial, l'internationale communiste, est d'entraîner le prolétariat du monde entier dans la lutte pour l'éloignement des dangers de guerre, pour la défense de l'URSS, pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, pour le socialisme. Pour y arriver, l'ouvrier communiste doit, avant tout, gagner les ouvriers avant déjà des sentiments révolutionnaires. Parmi les sans-partis, les sociodémocrates, les anarcho-syndicalistes, les trad-unionistes, ainsi que les ouvriers honnêtes qui font partie encore d'organisations purement bourgeoises, il faut comprendre la signification de l'unité, du front ouvrier, l'unité de tous les travailleurs qui veulent lutter contre le capitalisme, et y compris les ouvriers qui suivent encore les anarcho-syndicalistes, etc. Dans les pays latins, le nombre de ces ouvriers est encore assez important. C'est ainsi que du temps de Lénine en décida le 4e Congrès. Aujourd'hui, cette décision garde toute sa valeur. Déjà par leur attitude, les cercles dirigeants de la Deuxième Internationale et de l'Internationale d'Amsterdam montrent que, pendant la guerre qui vient, leur conduite sera pire que celle qu'ils ont adoptée en 1914-1918. Paul Boncourt, France, se charge de faire voter une loi qui, pendant la guerre, met par avance les ouvriers complètement à la merci de la bourgeoisie. Le Conseil général Angleterre défend les assassins de Volkov et bénit l'envoi de troupes en Chine. Kautsky Alma appela à l'insurrection armée contre le pouvoir soviétique en Russie,
et le comité central de la social-démocratie allemande organise la campagne des bombes, exaltant le terrorisme, les ministres sociaux-démocrates de Finlande et de Lettonie. Les dirigeants du Parti populaire socialiste en Pologne sont toujours prêts à soutenir la guerre contre l'URSS. Les dirigeants des syndicats officiels américains agissent en véritables réactionnaires et luttent même contre la reconnaissance de l'URSS. Les socialistes balkaniques soutiennent les bourreaux de leurs ouvriers et soutiendront toujours la guerre contre les ouvriers étrangers, URSS. En parole, les sociodémocrates autrichiens sont pour l'URSS, mais ceux qui ont aidé leurs fascistes à noyer dans le sang l'insurrection ouvrière de Vienne, au moment décisif, seront avec les capitalistes. Les mencheviks et les socialistes révolutionnaires russes ne sont pas partisans de l'intervention armée contre l'URSS, jusqu'au moment où il y aura de puissantes interventions. Les chefs de la soi-disant gauche social-démocrate, qui sert à dissimuler l'essence contre-révolutionnaire de la social-démocratie, représente le danger principal, car c'est elle qui empêche les ouvriers, qui suivent encore la social-démocratie, de rompre définitivement avec les agents de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier. Un rôle semblable est joué par d'anciens membres de Lick, Korsch, Katz, Rosenberg qui, par suite de leurs conceptions ultra-gauche, en sont venus à la rupture avec le communisme. Le jeu continuel, foncièrement anti-révolutionnaire, avec les dirigeants sociodémocrates, devient à mesure que la guerre approche des plus dangereux. La tactique du front unique ne doit en aucun cas être interprétée comme un bloc avec les traîtres du Conseil général, comme un rapprochement avec Amsterdam, car une telle politique affaiblit et égare la classe ouvrière, redonne de l'autorité aux traîtres et rend le rassemblement de nos forces plus difficile. Le cours foncièrement faux de Staline du feu à gauche, pendant ces 2 dernières années, a abouti au passage de la direction des principales sections de l'Internationale communiste contre la volonté des ouvriers communistes entre les mains de l'aile droite Allemagne, Pologne, Tchécoslovaquie, France, Angleterre, Italie. La politique des dirigeants de droite mène à l'exclusion de l'aile gauche de l'Internationale communiste, à l'affaiblissement des forces de Lick et à la dissimulation d'immenses dangers. En particulier, l'exclusion du groupe Innöbungsfront en Allemagne est dictée par toute la politique d'exclusion de l'aile gauche de l'Internationale. En s'attachant aux formes parfois trop brutales de la polémique des gauches, qui viennent de ce que les partisans Innöbungsfront sont traqués et accusés avec mauvaise foi d'être des renégats, des contre-révolutionnaires, des agents de Chamberlain, etc. Le groupe Staline pousse avec obstination les éléments de gauche d'Allemagne à former un deuxième parti et cherche à provoquer la scission parmi les communistes allemands. En réalité, le groupe Innöbungsfront, dans toutes les questions principales du mouvement ouvrier mondial, défend le point de vue de Lénine. Ce groupe défend et défendra au moment décisif jusqu'au bout l'URSS. Ce groupe a parmi ses partisans des centaines de vieux ouvriers bolcheviks liés aux larges masses ouvrières. Il possède parmi les ouvriers communistes, encore membres du Parti communiste allemand, des milliers de N-sympathisants. Le retour au sein de l'Internationale communiste de tous les camarades exclus qui approuvent les décisions des congrès mondiaux, en premier lieu la réintégration du groupe Innöbungsfront, est le premier pas pour réparer les tentatives faites par Staline en vue de faire la scission dans l'Internationale communiste. Dans La maladie infantile, Lénine, dénonçant les fautes réelles des ultra-gauches, écrivait que le principal ennemi du bolchevisme à l'intérieur du mouvement ouvrier reste l'opportunisme. Cet ennemi reste l'ennemi principal à l'échelle internationale. Lénine, tome 17, page 1241. Aux 2 Romains degrés congrès de Lick, Lénine ajoutait qu'en comparaison avec cette tâche, le redressement des fautes du courant de gauche du communisme sera chose facile. Tome 17, page 267. Parlant des gauches, Lénine visait les ultra-gauches, tandis que maintenant Staline, parlant de la lutte contre les ultra-gauches, vise les révolutionnaires léninistes. Lénine appelait à la lutte décisive contre le courant opportuniste de droite, en tant qu'ennemi principal et au redressement des fautes du courant de gauche. Nous appelons les oppositionnels à faire ce que Lénine enseignait. En dernier lieu, la force de l'opportunisme socialiste et celle du capitalisme. Dans les premières années après la guerre impérialiste, 1918-1921, alors que le capitalisme roulait rapidement vers l'abîme, en même temps que lui s'affaiblissait et croulait la social-démocratie officielle. Les années de stabilisation partielle du capitalisme apportent avec elles un renforcement passager de la social-démocratie. La défaite des ouvriers italiens en 1920-1921, du prolétariat allemand en 1921-1923, la défaite des grandes grèves anglaises en 1926 et celle de la Révolution chinoise,
en 1927. Quelles qu'en soient les raisons, diminue les tendances révolutionnaires des couches avancées du prolétariat, renforce pour une certaine période la social-démocratie aux dépens des communistes et à l'intérieur du parti, donne plus de poids à l'aile droite sur l'aile gauche. Actuellement, le rôle de l'aristocratie ouvrière, de la bureaucratie ouvrière et des petits bourgeois est extrêmement réactionnaire. Ces processus, dans une certaine mesure, n'ont pas pu ne pas influencer le PC de l'Union soviétique. L'appareil central ouvre le feu exclusivement à gauche et par des moyens mécaniques, crée artificiellement un nouveau rapport des forces aux dépens de l'aile gauche léniniste. En fait, dans la situation actuelle, ce n'est pas le parti qui se prononce mais son appareil. Telles sont les raisons qui, momentanément, ont affaibli l'influence de l'aile léniniste dans la politique de l'internationale communiste, du PC de l'URSS et de l'État soviétique. En même temps, les éléments de droite, semi-social-démocrates, ceux-là même qui, après la révolution d'octobre, étaient dans le camp de l'ennemi parlent au nom de Ligue toujours davantage. Par la suite, ils furent admis dans les rangs de l'internationale communiste, tels Martinov, Smeral, Raffaele, Petrovski, Pépé et autres, ainsi que des aventuriers dans le genre d'Annemann et d'autres semblables à lui. Des éléments d'un nouveau coup de barre à gauche, de nouvelles tendances révolutionnaires se font jour dans les masses. Théoriquement et pratiquement, l'opposition prépare l'avenir. Conclusions importantes. Dans les cercles dirigeants de la majorité, influencés par la rupture des relations diplomatiques russo-anglais et par d'autres difficultés d'ordre international et national, se fait jour une tendance à 1. Reconnaître les dettes, 2. Liquider plus ou moins le monopole du commerce extérieur, 3. Sortir de Chine, ce qui signifie se refuser pour un certain temps à soutenir la révolution chinoise et en général tous les mouvements nationaux révolutionnaires. 4. Faire à l'intérieur du pays une manœuvre à droit, élargir encore, dans une certaine mesure, la NEP. À ce prix, on espère écarter les dangers de guerre, améliorer la situation internationale de l'URSS et aplanir les difficultés intérieures. Tout ce plan est bâti sur l'appréciation fausse selon laquelle la stabilisation du capitalisme est assurée pour des dizaines d'années. En fait, ceci signifierait non une manœuvre à droite mais, dans la situation présente, une capitulation complète du pouvoir soviétique, et par la NEP politique, la néo-NEP, reculer vers le capitalisme. Les impérialistes accepteraient toutes les concessions qui leur seraient faites, d'autant plus vite que celles-ci leur permettraient de passer à une nouvelle offensive allant jusqu'à la guerre. Après avoir enregistré les concessions faites, le Kulak, le Nepman et le bureaucrate organiseraient, avec plus de persévérance, toutes les forces anti-soviétiques contre notre parti. Une telle tactique de notre part ne pourrait que réaliser une union plus étroite entre notre nouvelle bourgeoisie et celle de l'étranger. Le développement économique de l'URSS tomberait sous le contrôle absolu du capitalisme mondial par des Einheimsprünzfl insignifiants à des conditions esclavagistes, tandis que la classe ouvrière et la masse essentielle de la paysannerie perdraient leur foi dans la force du pouvoir soviétique et se demanderaient si le pouvoir soviétique sait bien où il veut mener le peuple. Nous devons tenter, si cela est possible, de payer une rançon pour éviter la guerre. Mais pour le faire, nous devons être forts, unis, et défendre sans répit la tactique de la révolution mondiale, renforcer l'internationale communiste. Ce n'est que dans ces conditions que nous aurons des chances sérieuses d'aboutir à retarder la guerre sans affaiblir en quoi que ce soit les fondements du pouvoir soviétique, et au cas où la guerre serait inévitable, d'être soutenu par le prolétariat mondial et de vaincre. Lénine autorisait pour éviter la guerre à faire certaines concessions économiques aux impérialistes ou à attirer à des conditions acceptables le capital étranger. Lénine, dans n'importe quelle situation, même pendant les années les plus difficiles de la Révolution, n'autorisait pas l'idée même de la suppression du monopole du commerce extérieur, de la remise de droits politiques au Kulak, de la diminution du soutien à la Révolution mondiale et en général, de l'affaiblissement de la tactique de la Révolution mondiale. Il est avant tout nécessaire de confirmer pleinement notre attachement à la Révolution mondiale et à son renforcement, de repousser catégoriquement toutes les tendances de stabilisation, des intérêts d'État qui amènent à dire qu'il ne fallait pas aller en Chine, qu'il faut en sortir au plus vite, que si notre conduite est raisonnable, on nous laissera en paix, etc. La théorie du socialisme dans un seul pays a actuellement un rôle directement néfaste, empêchant le regroupement des forces du prolétariat mondial autour de l'URSS, car cette théorie l'endort et l'empêche de voir le danger. La tâche qui a une importance aussi grande est de serrer plus étroitement les rangs de notre parti, de mettre fin à la spéculation directe de la bourgeoisie impérialiste et des chefs sociodémocrates sur les possibilités de scission, d'exclusion de l'opposition, etc.
Ceci est en liaison directe avec les dangers de guerre, car actuellement, la bourgeoisie cherche à tâter le terrain et pour cela, joue sur nos divergences intérieures. Tous les organes de la bourgeoisie internationale et de la social-démocratie s'intéressent beaucoup aux divergences surgies à l'intérieur de notre parti et ouvertement, poussent et encouragent la majorité actuelle du CC à exclure l'opposition des organes dirigeants du parti et, si possible, du parti lui-même. Ils poussent même au lynchage de l'opposition, en commençant par le journal le plus riche, le New York Times, et en terminant par le journal le plus habile de la de Romain Degré international. La Wiene Arbetezettung, Otto Boe. Tous les organes de la bourgeoisie et de la social-démocratie acclament le gouvernement de Staline pour sa lutte contre l'opposition et en appellent à lui pour qu'il prouve, encore une fois, son esprit d'homme d'État en rompant avec les oppositionnels propagandistes de la Révolution mondiale. Toutes les autres conditions étant égales, la guerre viendra d'autant plus tard que les espérances de l'ennemi dans la scission et dans la rupture entre la majorité et l'opposition ne se réaliseront pas. Nous ne pourrons nous racheter de la guerre si cela est possible, et triompher dans la guerre si nous sommes obligés de la faire que dans la mesure où nous conserverons l'unité absolue de notre parti, si, avant tout, nous trompons les espérances des impérialistes dans la scission et dans les exclusions. Ces dernières mesures ne sont utiles qu'aux capitalistes. Il est nécessaire de redresser notre ligne de classe dans le mouvement ouvrier international, de cesser la lutte contre l'aile gauche de l'internationale communiste, de réintégrer dans l'X des exclus qui reconnaissent les décisions des congrès de l'IC, et de mettre fin, une fois pour toutes, aux rapports cordiaux avec les chefs traîtres du Conseil général des trades unions. Dans la situation présente, la rupture du bloc avec le Conseil général a la même signification qu'en 1914. La rupture avec le Bureau socialiste international de la Deuxième Internationale. Lénine exigeait, d'une manière ultimatiste, cette rupture de la part de chaque révolutionnaire. Rester dans le bloc avec le Conseil général signifie, encore maintenant, aider les chefs contre-révolutionnaires de la Deuxième Internationale. Il est nécessaire de redresser résolument notre ligne concernant les mouvements nationaux révolutionnaires. Il faut le faire avant tout en Chine, ainsi que dans d'autres pays. Il est urgent de liquider la ligne Martynov-Staline-Boukharine et de revenir à la ligne tracée par Lénine, ainsi qu'aux décisions des 3e et 4e congrès mondiaux de l'Internationale communiste. Autrement, au lieu d'être les animateurs des mouvements nationaux révolutionnaires, nous deviendrons un frein pour ceux-ci et nous perdrons inévitablement les sympathies des ouvriers et des paysans de l'Orient. Le Parti communiste chinois doit se libérer de toute dépendance d'ordre politique ou organisationnel envers le Kuomintang et l'IC doit chasser le Kuomintang de ses rangs. Il est nécessaire de mener la lutte pour la paix d'une façon suivie et systématique, avec la plus grande persévérance. Il faut chercher à retarder la guerre, à payer rançon pour éviter la guerre qui approche. Tout ce qui est possible doit être fait dans ce domaine, voir le premier paragraphe. En même temps, dès maintenant, il faut se préparer sans relâche à la guerre et en premier lieu mettre fin au parlot et dire si les dangers d'une guerre prochaine sont réels. Redresser d'une main ferme la ligne de classe dans notre politique intérieure. Si la guerre est inévitable, seul peut vaincre la stricte ligne bolchevique. L'ouvrier et l'ouvrier agricole, appuyés sur les paysans pauvres et alliés aux paysans moyens contre le kulak, le nepman, le bureaucrate, préparer au maximum toute l'économie, le budget, etc., en prévision d'une guerre. Le capitalisme rentre à nouveau dans une période de secousse. La guerre avec l'URSS, comme la guerre en Chine, porte en elle, pour le capitalisme mondial, une série de catastrophes. La guerre de 1914-1918 a été un grand élément d'accélération, Lénine pour les révolutions socialistes. Les nouvelles guerres, surtout la guerre contre l'URSS, vers laquelle si une politique juste est appliquée par nous viendront les sympathies des travailleurs du monde entier, peuvent devenir d'encore plus grands éléments d'accélération pour la mort du capitalisme mondial. Les révolutions socialistes grandiront même sans de nouvelles guerres. Mais les nouvelles guerres entraîneront inévitablement des révolutions socialistes. La situation internationale met de plus en plus au premier plan la question de la défense de l'Union soviétique. Le parti, la classe ouvrière et la paysannerie doivent à nouveau s'occuper sérieusement de l'armée et de la flotte rouge. Pour cette défense, il faut tenir compte de tous les facteurs économiques, politiques, culturels. L'armée fait partie de tout le système social. Elle reflète d'une façon beaucoup plus nette non seulement les côtés forts,
mais aussi les côtés faibles du régime. L'expérience nous montre que dans ce domaine, il est inadmissible de tenir compte uniquement de ce qui est visible. C'est justement dans cette question qu'il est préférable de tout examiner 3 fois, d'exagérer sa propre critique plutôt que de se borner tout simplement à la confiance. Une politique juste dans les rapports mutuels entre les différentes classes du pays est décisive pour avoir une armée unie et de bons rapports entre les cadres dirigeants de l'armée et la masse des soldats rouges. La question de l'industrialisation est décisive pour assurer les ressources techniques indispensables pour la défense. Toutes les mesures qui sont proposées dans cette plateforme concernant la politique internationale, le mouvement ouvrier mondial, l'industrie, l'économie rurale, le système soviétique, la question nationale, le parti et les jeunesses communistes, ont une signification primordiale pour le renforcement de l'armée et de la flotte rouge. Nos propositions pratiques concernant cette question ont été soumises au bureau politique. Bien ne témoigne, avec une mesure aussi grande du caractère erroné de la politique du groupe Staline, que sa tendance continuelle à polémiquer non contre nos véritables points de vue, mais contre des points de vue imaginaires que nous n'avons jamais partagés et que nous ne partageons pas. Lorsque les bolcheviks discutaient avec les mencheviks, avec les SR et d'autres tendances petites bourgeoises, ils énonçaient devant les travailleurs le véritable système formé par les points de vue de leurs adversaires. Mais lorsque les mencheviks et les SR menaient la discussion contre les bolcheviks, ils ne réfutaient pas les points de vue réels de ceux-ci, mais imputaient aux bolcheviks ce qu'ils n'avaient pas dit. Les mencheviks ne pouvaient en aucune mesure énoncer d'une manière véridique les points de vue des bolcheviks devant les ouvriers, parce qu'alors les ouvriers auraient soutenu les bolcheviks. Tout le mécanisme de la lutte des classes amenait les groupes petits bourgeois à la nécessité de combattre les bolcheviks comme des conspirateurs, des auxiliaires de la contre-révolution, et plus tard des agents de Guillaume, etc. De même, à présent, la déviation petite bourgeoise dans notre propre parti ne peut combattre notre point de vue léniniste, autrement qu'en nous imputant ce que nous n'avons jamais ni dit ni pensé. Le groupe Staline sait parfaitement bien que si nous pouvions, dans quelque mesure que ce soit, défendre librement notre point de vue politique, l'énorme majorité des membres de notre parti nous soutiendrait. Les conditions élémentaires d'une discussion loyale à l'intérieur du parti ne sont pas observées. Sur la question d'une importance mondiale de la révolution chinoise, le CC, jusqu'à présent, n'a pas publié une ligne de ce que dit l'opposition. Fermant hermétiquement le parti à toute discussion, coupant à l'opposition toute possibilité d'écrire dans la presse, le groupe Staline mène contre nous une discussion décousue, nous imputant, un jour après l'autre, les plus grands vices et les plus grands crimes. Mais les membres du parti croient de moins en moins à ces accusations. 1. Lorsque nous avons dit que la stabilisation du capitalisme n'est pas une stabilisation pour des décennies, que notre époque reste l'époque de la guerre impérialiste et de la révolution sociale, Lénine, le groupe Staline nous impute la négation de tous les éléments de la stabilisation capitaliste. 2. Lorsque, immédiatement après Lénine, nous disons que pour achever de construire la société socialiste dans notre pays, la victoire de la révolution prolétarienne est nécessaire dans un ou plusieurs pays capitalistes avancés. Que la victoire définitive du socialisme dans un seul pays d'ailleurs arriéré est impossible, comme l'ont démontré Marx, Engels et Lénine, le groupe Staline nous attribue le point de vue que nous ne croyons pas au socialisme et à l'édification du socialisme en URSS. 3. Lorsque, immédiatement après Lénine, nous signalons la croissance des déformations bureaucratiques de notre État ouvrier, le groupe Staline nous attribue en pensée qu'en général nous estimerions que notre État soviétique n'est pas un État prolétarien. Lorsque, à la face de tout international communiste, nous déclarons, voir la déclaration signée par Zinoviev, Kamenev et Trotsky, en date du 15 décembre 1926 au 7e exécutif élargi de l'Internationale. Tous ceux qui, essayant directement ou indirectement de se solidariser avec nous, nieront en même temps le caractère prolétarien de notre parti et de notre État ainsi que le caractère socialiste de l'édification socialiste en URSS rencontreront, par avance de notre part, une résistance acharnée. Le groupe Staline cache notre déclaration et continue à nous calomnier. 4. Lorsque nous signalons que dans le pays croisent des éléments thermidoriens possédant une base sociale assez sérieuse, lorsque nous exigeons que la direction du parti oppose à ces phénomènes et à leur influence sur certains cercles de notre parti une résistance plus systématique, plus ferme, et tout un système de mesures mieux étudiées, le groupe Staline nous attribue la pensée que nous déclarons le parti thermidorien et la révolution prolétarienne en dégénérescence.
lorsque, à la face de toute l'internationale communiste, voir la déclaration indiquée ci-dessus, paragraphe 14, nous écrivons: il n'est pas vrai que nous accusions de déviation de droite la majorité de notre parti. Nous pensons seulement que dans le PC de l'URSS il y a des courants et des groupes de droite qui, d'une manière disproportionnée, jouissent d'une grande influence que le parti surmontera cependant. Le groupe Staline cache notre déclaration et continue à nous calomnier. 5. Lorsque nous signalons l'énorme croissance du Kulak, lorsque, immédiatement après Lénine, nous continuons d'affirmer que le Kulak ne peut pas paisiblement se développer vers le socialisme, qu'il est le plus pernicieux ennemi de la révolution prolétarienne, le groupe Staline nous accuse de vouloir dépouiller la paysannerie. 6. Lorsque nous attirons l'attention de notre parti sur le renforcement de la position du capital privé, sur la croissance démesurée de son accumulation et de son influence dans le pays, le groupe Staline nous accuse d'intervenir, paraît-il, contre la NEP et d'exiger le retour au communisme de guerre. 7. Lorsque nous signalons le caractère erroné de la politique suivie dans le domaine de la situation matérielle des ouvriers, l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre le chômage et contre la crise du logement. Lorsque nous signalons enfin que la part des couches non prolétariennes dans le revenu national s'accroît démesurément, on nous dit que nous sommes coupables de déviation corporative et de démagogie. 8. Lorsque nous signalons le retard de notre industrie sur les besoins de l'économie populaire ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, disproportion, disette de marchandises, tort causé à la liaison entre le prolétariat et la paysannerie, on nous donne le nom de super-industrialisateurs. 9. Lorsque nous signalons le caractère erroné de la politique des prix, politique n'abaissant pas le coût de la vie, mais aboutissant à des profits frénétiques pour le commerce privé, le groupe Staline nous accuse d'être pour une politique d'élévation des prix. Lorsque, il y a un an, nous avons dit d'avance à toute l'internationale communiste, voir la déclaration déjà indiquée ci-dessus, paragraphe 5, l'opposition, dans aucune de ses interventions, n'a exigé ni n'a proposé l'élévation des prix, mais les erreurs principales de notre politique économique ont conduit précisément à ce que cette politique ne se dirige pas avec l'énergie nécessaire vers la diminution de la disette des marchandises industrielles, à laquelle sont liés inéluctablement des prix de détail élevés. Cette déclaration a été cachée au parti et on continue de nous calomnier. 10. Lorsque nous intervenons contre l'entente cordiale avec les traîtres à la grève générale et les contre-révolutionnaires du Conseil général, jouant ouvertement le rôle d'agents de Chamberlain, on nous accuse d'être, paraît-il, contre le travail des communistes dans les syndicats et contre la tactique du front unique. 11. Lorsque nous intervenons contre l'entrée des syndicats de l'URSS dans Amsterdam, et contre le fait de s'attarder si peu que ce soit à jouer avec les couches supérieures de la Deuxième Internationale, on nous accuse de déviation social-démocrate. 12. Lorsque nous intervenons contre le fait de miser sur les généraux chinois, contre la subordination de la classe ouvrière à la bourgeoisie du Kuomintang, contre la tactique menchevique de Martynov, on nous accuse d'être contre la révolution agraire en Chine, comme si Irons étions d'accord avec Chiang Kai-shek. 13. Lorsque, sur la base de l'appréciation de la situation mondiale, nous en venons à cette conclusion que la guerre approche, et lorsque nous le signalons au parti, on avance contre nous cette accusation déloyale que nous voudrions la guerre. 14. Lorsque, fidèles à l'enseignement de Lénine, nous montrons que l'approche de la guerre requiert, d'une manière particulièrement pressante, une ligne politique claire, vigoureuse, marquée fortement au coin de la lutte des classes, on nous accuse sans vergogne de ne pas vouloir défendre l'URSS, d'être des défenseurs conditionnels, des demi-défaitistes, etc. 15. Lorsque nous signalons ce fait absolument incontestable que, dans le monde entier, toute la presse capitaliste et social-démocrate soutient la lutte de Staline contre l'opposition dans le PC de Staline de louange pour sa répression contre l'opposition, et l'appel à en finir avec l'opposition, à l'exclure du CC du parti, la Pravda et toute la presse du parti, ainsi que toute la presse soviétique qui lui emboîte le pas, démontre jour par jour frauduleusement que la bourgeoisie et la social-démocratie seraient pour l'opposition. 16. Lorsque nous intervenons contre le transfert de la direction de l'internationale communiste entre les mains de la droite, contre l'exclusion de l'internationale communiste de centaines et de milliers d'ouvriers bolcheviques,
On nous accuse de préparer la scission de l'Internationale communiste. 17. Lorsque, en présence du régime actuel du parti qui en fausse tout le fonctionnement, les oppositionnels essaient de porter à la connaissance du parti leur véritable point de vue, on chasse du PC de l'URSS des membres dévoués du parti, on les accuse de fractionnisme, on crée des procès relatifs à de prétendues démarches scissionnistes, on enfouit sous les ordures les divergences les plus importantes du parti. 18. Mais une accusation a fait particulièrement fureur ces temps derniers, c'est l'accusation de trotskisme. Face à toute l'Internationale communiste, voir la déclaration du 13 décembre 1923 citée plus haut, nous avons déclaré, sous les signatures de Nzenovivre, Kamnev et Trotsky, il est faux que nous défendions le trotskisme. Trotsky a déclaré devant toute l'Internationale communiste que sur toutes les questions de principe, quelles qu'elles fussent, où il a controversé avec Lénine, c'est Lénine qui a eu raison, et en particulier sur la question de la révolution permanente et de la paysannerie. Cette déclaration faite devant toute l'Internationale communiste, le groupe Staline ne l'a pas publiée et il continue à nous accuser de trotskisme. Cette déclaration a trait seulement, cela va de soi, aux divergences passées avec Lénine et non à ces divergences que, de mauvaise foi, inventent Staline et Boukharine, divergences artificiellement reliées, en retournant vers le passé, aux divergences qui ont surgi au cours de la Révolution d'octobre. Nous balayons, comme on essaie tenté par de misérables moyens, les efforts du groupe Staline pour escamoter le point de vue de l'opposition énoncé dans la présente plateforme, en le couvrant du rappel des divergences qui ont existé entre divers groupes de 1923 à 1925. Ces divergences se sont maintenant résolues sur les bases du léninisme. Les erreurs et les exagérations commises par les deux groupes de bolcheviks dans les discussions de 1923-1924, par suite d'une série d'obscurités relatives à l'état des choses dans le parti et dans le pays, sont maintenant corrigées et ne constituent pas un obstacle pour lutter en commun, unis par les liens de l'amitié contre l'opportunisme et pour le léninisme. Au moyen de citations séparées, arrachées à leur contexte, au moyen d'une utilisation grossière et déloyale d'anciens passages polémiques de Lénine, assemblés avec partialité et en cachant au peuple d'autres passages beaucoup plus récents, au moyen d'une véritable falsification de l'histoire du parti et de faits datant-d'hier, et enfin ce qui est beaucoup plus important en mutilant et en escamotant véritablement les questions actuellement en discussion, le groupe Staline-Boukharine, s'éloignant de plus en plus de Lénine, s'efforce d'induire en erreur le parti en lui faisant croire qu'il s'agit de la lutte entre le trotskisme et le léninisme, alors qu'il s'agit en réalité de la lutte entre le léninisme et l'opportunisme stalinien. Ainsi, les révisionnistes, sous l'apparence de lutter contre le blanquisme, ont en fait combattu le marxisme. Notre travail amical en commun contre le cours stalinien s'est révélé possible parce que nous tous, d'un cœur et d'un esprit absolument unanimes, voulons défendre et défendrons véritablement la ligne de conduite prolétarienne et léniniste. La meilleure réponse à l'accusation de trotskisme lancée contre l'opposition, c'est la présente plateforme. Tous ceux qui la liront seront convaincus que de la première à la dernière ligne, elle repose sur l'enseignement de Lénine et qu'elle est pénétrée de l'esprit du bolchevisme, que le parti donc connaisse notre véritable point de vue, que par des documents ils prennent connaissance de nos divergences. Lénine nous a appris, lorsqu'il s'agit de divergences effectives, non à croire aux paroles mais à exiger les documents, à entendre dans la discussion les parties en présence, à analyser de la manière la plus consciencieuse les divergences réelles, en laissant de côté ce qui est imaginé. Ce conseil de Lénine, nous le répétons, nous les oppositionnels. Il faut, une fois pour toutes, rendre à jamais absolument impossible ce qui s'est passé au moment du 14e congrès, lorsque les divergences tombèrent sur la tête du parti à quelques jours du Congrès. Il faut créer les conditions nécessaires pour une discussion loyale et une solution loyale des divergences réelles, comme cela fut toujours du temps de Lénine. Nous avons exposé ouvertement notre point de vue sur les lourdes fautes commises par la majorité du comité central dans tous les domaines fondamentaux de la politique intérieure et extérieure. Nous avons montré combien était affaibli, grâce à ces fautes de la majorité du comité central, le levier fondamental de la révolution. Nous avons en même temps indiqué que malgré tout, la politique du parti peut être corrigée de l'intérieur. Mais pour la corriger, il est indispensable de poser la question du caractère des fautes commises par la direction du parti. Ces fautes sont des fautes opportunistes.
L'opportunisme dans sa forme développée selon la définition classique de Lénine, c'est le bloc du sommet de la classe ouvrière avec la bourgeoisie, dirigé contre la majorité de la classe ouvrière. Dans les conditions où se trouve actuellement l'URSS, l'opportunisme poussé à son terme consisterait dans l'aspiration de la couche supérieure de la classe ouvrière à un accord avec la nouvelle bourgeoisie renaissante, avec le Kulak et le Nepman, ainsi qu'avec le capitalisme mondial, au détriment des intérêts de la masse ouvrière et de la paysannerie pauvre. Quand nous marquons la présence de telles tendances dans certains cercles de notre parti, que nous en indiquons les premières manifestations et leur développement, il est absurde de nous accuser, à cette occasion, de calomnier le parti, car c'est précisément au parti que nous en appelons contre ces tendances qui le menacent. Il est tout aussi absurde de dire que nous accusons telle ou telle fraction du parti ou le CC de trahison de la révolution, de trahison des intérêts du prolétariat. Une ligne politique fausse peut être dictée par un souci sincère des intérêts de la classe ouvrière. Les représentants les plus éminents de l'aile droite de notre parti sont convaincus que l'accord qu'ils sont prêts à conclure avec les éléments bourgeois est nécessaire aux intérêts des ouvriers et des paysans, qu'il représente une de ces manœuvres considérées par Lénine comme absolument admissibles. Même le groupe de droite, qui représente une tendance ouverte à la déviation, repousse l'idée d'un thermidor. Cela s'adresse d'autant plus au centre, qui fait une politique typique d'illusion, d'apaisement et de leurre. Staline et ses plus proches partisans sont convaincus qu'en s'appuyant sur leur formidable appareil, ils l'emporteront en ruse sur les forces de la bourgeoisie, au lieu de les vaincre par la lutte. Les staliniens ont sans aucun doute pensé sincèrement qu'ils jouaient provisoirement avec les généraux chinois et qu'ils les rejetteraient ensuite comme des citrons dont on a exprimé le jus, après les avoir utilisés, dans l'intérêt de la révolution. Staline et les staliniens ont pensé sincèrement qu'ils jouaient avec une Purcell-Fr et non que une Purcell-Fr jouait avec eux. Staline et les staliniens pensent sincèrement qu'ils peuvent librement faire des concessions à leur bourgeoisie et qu'ils pourront retirer ensuite ces concessions sans aucune conséquence. Dans leur suffisance bureaucratique, les staliniens facilitent la manœuvre en éliminant en fait le parti de toute participation aux décisions afin d'éviter sa résistance. La direction stalinienne décide, agit et laisse au parti le soin d'avaler. Mais cette façon d'agir affaiblit sinon paralyse les forces qu'une manœuvre politique juste, si elle est nécessaire et opportune, pourrait utiliser. Ou bien elle les affaiblit et dissimule les conséquences des manœuvres manifestement fausses de la direction. C'est ainsi que s'accumulent les résultats des tendances opportunistes de l'aile droite du CC du parti, et des manœuvres de son groupe centriste, résultats qui dans leur ensemble signifient affaiblissement de la situation internationale de l'URSS, affaiblissement de la situation du prolétariat par rapport aux autres classes de l'URSS, aggravation relative de sa situation matérielle, affaiblissement de sa liaison avec la paysannerie pauvre, menaçant par là l'union avec les paysans moyens, affaiblissement de son rôle dans l'appareil d'État, ralentissement du rythme de l'industrialisation. Ce sont ces conséquences de la politique de la majorité du CC, et non ces intentions qu'avait en vue l'opposition lorsqu'elle posait la question des dangers thermidoriens, c'est-à-dire le glissement de la politique prolétarienne vers une politique petite bourgeoise. L'immense différence politique et de nature qui sépare notre parti de ceux de la de Romain Degré international est claire pour tout le monde. Le PC de l'URSS a été forgé au feu de 3 révolutions. Il a conquis le pouvoir contre un monde d'ennemis, il a organisé la 3 Romain Degré international. Sa destinée, c'est la destinée de la première révolution prolétarienne triomphante. C'est par la révolution elle-même que se définit le rythme de sa vie intérieure. Tous les processus idéologiques de la Révolution, qui s'accomplissent sous l'influence d'un mouvement de classe élevé, ont une tendance à un développement et une maturation rapide. C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire que dans notre parti une lutte résolue soit menée à temps contre tout écart de la ligne léniniste. Les dangers opportunistes dans le PC de l'URSS ont, dans les conditions actuelles, des sources objectives profondes. 1. L'entourage bourgeois mondial, la stabilisation temporaire et partielle du capitalisme crée un état d'esprit de stabilisation. 2. Indiscutablement nécessaire en tant que chemin vers le socialisme, la NEP, par le fait qu'elle fait renaître partiellement le capitalisme, anime par là même les forces ennemies hostiles plutôt au socialisme.
3. L'élément petit bourgeois dans le pays, qui compte une grosse majorité de paysans, ne peut pas ne pas se répercuter non seulement dans les soviets, mais aussi dans le parti. 4. La situation de parti unique qu'occupe le PC de l'URSS, situation absolument indispensable à la révolution, crée aussi une série de dangers particuliers. Le 11 Romain degré Congrès du vivant de Lénine indiquait ouvertement qu'il existait à cette époque déjà des groupes importants de gens, parmi les paysans riches, les couches supérieures de fonctionnaires, les intellectuels, qui appartiendraient au Parti socialiste révolutionnaire menchevique si ces partis étaient légaux. 5. L'appareil d'État que dirige notre parti y introduit à son tour beaucoup d'esprits bourgeois et petits bourgeois, l'infectant d'opportunisme. 6. Les spécialistes, les catégories supérieures des fonctionnaires et des intellectuels, indispensables à notre édification, font pénétrer dans nos appareils d'État économiques et du parti une influence non prolétarienne. C'est là la raison pour laquelle l'aile léniniste oppositionnelle du parti sonne l'alarme avec tant d'insistance à propos des déviations évidentes et de plus en plus dangereuses du groupe stalinien. Il est criminel et puéril d'affirmer que le passé héroïque du parti et ses vieux cadres sont immunisés, pour tous les temps et dans n'importe quelle circonstance, contre les dangers de dégénérescence opportuniste. C'est là un point de vue qui n'a rien de commun avec le marxisme. Ce n'est pas cela que nous a enseigné Lénine, à l'occasion du 11e congrès. Et il disait, l'histoire connaît des conversions de toutes sortes. S'en rapporter aux convictions, à la fidélité et autres qualités morales est une chose peu sérieuse en politique. Tome 18 ou 23, deuxième partie, page 42. Les ouvriers, qui formaient la grosse majorité des partis socialistes de l'Occident avant la guerre, étaient incontestablement adversaires des déviations opportunistes. Mais ils n'ont pas su vaincre à temps des fautes opportunistes peu importantes à l'époque. Ils en ont sous-estimé l'importance, et ils n'ont pas compris que le premier et sérieux ébranlement historique, survenant après une longue période de développement pacifique qui avait créé une forte bureaucratie ouvrière, obligerait non seulement les opportunistes, mais même les centristes, à capituler devant la bourgeoisie et que la masse pouvait, à ce moment-là, se trouver désarmée. Si l'on peut accuser les révolutionnaires marxistes, représentant l'aile gauche dans la de Romain degré international avant la guerre, de quelque chose, ce n'est pas d'avoir exagéré le danger opportuniste quand ils le qualifiaient de politique nationale libérale ouvrière, mais bien de s'être reposé sur la composition ouvrière des partis politiques de l'époque, sur l'instinct révolutionnaire du prolétariat, sur les antagonismes de classe. Ils ont en fait sous-estimé le danger et n'ont pas mobilisé assez énergiquement les masses révolutionnaires contre lui. Nous ne répéterons pas cette faute révolutionnaire. En nous posant comme tâche de redresser à temps la ligne de la direction, nous détruisons par là même le reproche qu'on nous fait de travailler à la scission du parti et à la création d'un nouveau parti. La dictature du prolétariat exige impérativement qu'il n'existe qu'un seul parti prolétarien uni, comme dirigeant des masses ouvrières et paysannes. L'unité du parti, une unité non affaiblie par les luttes de tendance, est une chose absolument nécessaire au prolétariat pour l'accomplissement de sa mission. Cette unité ne peut être réalisée que sur la base des enseignements de Lénine.